Le son des éclats de rire résonna dans le tribunal comme une symphonie cruelle. Là, j'étais, moi, Marcus Santos, en uniforme d'agent de sécurité, ridiculisé par des avocats en costume coûteux qui ne me voyaient que comme un autre gardien noir essayant de témoigner contre leur puissant client. Ils n'avaient aucune idée que cet homme qu'ils méprisaient avait été pendant 15 ans l'un des procureurs les plus respectés du pays. Ce qui s'est passé ce jour-là a changé non seulement le cours du procès, mais a révélé une vérité sur les préjugés, la justice et la force de ceux qui ne renoncent jamais à se battre pour ce qui est juste. C'est une histoire sur la manière dont les apparences peuvent être trompeuses, sur la façon dont le racisme peut aveugler même les plus éduqués, et sur la façon dont la vérité trouve toujours un moyen de briller. Si vous vous êtes déjà senti sous-estimé, jugé par la couleur de votre peau ou par votre position sociale, cette histoire touchera votre cœur. Partagez-la avec ceux qui ont besoin de se rappeler qu'il ne faut jamais juger un livre à sa couverture. Continuez à lire et découvrez comment un moment d'humiliation s'est transformé en l'une des plus grandes leçons de justice jamais vues dans un tribunal brésilien. C'était un mardi matin quand ma vie a pris un tournant complètement différent. Mars 2023, et moi, Marcus Santos, j'étais à mon poste de travail comme je l'avais fait au cours des 8 derniers mois, vêtu de mon uniforme bleu marine d'agent de sécurité au palais de justice Dr. Eduardo Silva à São Paulo. Mais ce n'était pas un matin comme les autres. C'était le matin où j'allais être appelé à témoigner dans l'affaire la plus importante que j'avais suivie de toute ma carrière. Permettez-moi de revenir un peu en arrière pour expliquer comment j'en suis arrivé là. Je m'appelle Marcus Santos, j'ai 48 ans. Je suis diplômé en droit de l'Université de São Paulo avec une spécialisation en droit pénal et pendant 15 ans, j'ai travaillé comme procureur au ministère public de São Paulo. Au cours de ces années, j'ai instruit plus de 300 affaires, obtenu la condamnation de dizaines de criminels et me suis spécialisé dans les affaires de corruption et de blanchiment d'argent. Mais en 2022, ma vie s'est effondrée. Ma femme, Clara, a découvert qu'elle avait un cancer agressif. Les traitements étaient chers, très chers. Même avec mon salaire de procureur, qui n'était pas bas, les dépenses médicales ont commencé à engloutir toutes nos économies. Clara avait besoin d'un traitement expérimental aux États-Unis qui coûterait plus d'1 demi-million de réais. C'est alors que j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie. J'ai démissionné du ministère public. J'ai vendu notre appartement, notre voiture, tout ce que nous possédions de valeur. Mais ce n'était toujours pas suffisant. C'est alors qu'un ami m'a proposé un travail comme agent de sécurité au tribunal. « Marcus, m'a-t-il dit, je sais que c'est difficile pour quelqu'un de ta position, mais c'est un travail honnête et tu connais bien cet environnement. » Et il avait raison. Je connaissais chaque couloir, chaque salle, chaque juge de cet endroit. Le plus ironique, c'est que personne ne me reconnaissait. En 15 ans comme procureur, je portais toujours costume et cravate, cheveux bien coupés, apparence impeccable. Maintenant, 8 mois plus tard, avec les cheveux un peu plus longs, la barbe souvent non rasée et vêtu d'un uniforme de sécurité, j'étais devenu pratiquement invisible pour les personnes avec qui j'avais travaillé si longtemps. Mais revenons à ce mardi-là. L'affaire concernait Roberto Mendes, un homme d'affaires influent accusé de détournement de fonds publics et de blanchiment d'argent. Le schéma était complexe, contrats surfacturés avec des municipalités, sociétés écrans et transferts internationaux suspects. Exactement le genre d'affaires que je traitais quand j'étais procureur. Pendant mes 8 mois comme agent de sécurité, j'avais remarqué des comportements étranges. Roberto Mendes venait souvent au tribunal, toujours accompagné de ses coûteux avocats. Un jour, j'ai surpris une conversation que je n'aurais pas dû entendre. Ils parlèrent de documents qui devaient disparaître et d'un compte dans un paradis fiscal contenant des preuves compromettantes. En tant qu'ancien procureur, je savais exactement ce que cela signifiait. C'étaient des preuves cruciales pour l'affaire. Mais qui croirait la parole d'un gardien noir contre des hommes d'affaires puissants et des avocats renommés? Malgré tout, j'ai pris une décision. J'ai cherché à contacter le procureur responsable de l'affaire, le docteur Rafael Andrade, un collègue avec qui j'avais travaillé des années auparavant.
Mais quand je suis arrivé à son bureau, sa secrétaire ne m'a même pas regardé dans les yeux. « Le docteur Raphaël ne reçoit pas les agents de sécurité, » dit-elle avec dédain. « Si vous avez des informations concernant la sécurité du bâtiment, vous pouvez vous adresser au coordinateur de la surveillance. » J'ai essayé d'expliquer que j'avais des informations importantes sur une affaire, mais elle m'a coupé. « Monsieur, vous vous trompez de rôle. Vous vous occupez de la sécurité, nous nous occupons de la justice, chacun à sa place. » Ce fut humiliant, mais je n'ai pas abandonné. J'ai rédigé une lettre détaillée avec tout ce que j'avais vu et réussi à la faire remettre directement au docteur Raphaël. À ma grande surprise, 2 jours plus tard, j'ai reçu une citation à comparaître comme témoin à charge au tribunal. La veille du procès, j'ai appelé Clara à l'hôpital. Elle était hospitalisée pour une nouvelle séance de chimiothérapie, mais son état s'était stabilisé grâce au traitement que nous avions pu financer. « Mon amour, » dit-elle d'une voix faible mais déterminée. « Demain, tu feras ce qui est juste. Tu as toujours eu cette nature de te battre pour la justice, peu importe les vêtements que tu portes. » Le lendemain matin, j'arrivais au tribunal avec mon uniforme impeccablement propre et repassé. C'était la 3e chambre du tribunal pénal, présidée par la juge Elena Carvalho. Je connaissais bien cette salle, j'y avais plaidé des dizaines de fois comme procureur. Mais cette fois, j'étais de l'autre côté en tant que témoin. Quand mon nom fut appelé, Marcus Santos, agent de sécurité du tribunal, je me levai et marchai jusqu'à la barre des témoins. Les murmures commencèrent alors. Roberto Mendes, ses 3 avocats, et même quelques journalistes présents, me regardaient avec cette expression que je connaissais bien, celle de gens qui ne voient que la couleur de la peau et l'uniforme, pas la personne. Le docteur Raphaël Andrade commença mon interrogatoire avec respect, me demandant ce que j'avais vu. Je relatais les faits, date, heure, personnes présentes, détails des conversations entendues. Je parlais de la mention explicite par Roberto Mendes d'un compte à la Banque centrale des Bahamas, numéro 4751B, de documents à éliminer avant l'audit, de paiements en liquide faits à des fonctionnaires publics. Je m'exprimais avec la précision technique de quelqu'un qui avait passé 15 ans à traiter ce type de crime. Je citais des articles du Code pénal, des jurisprudences, et expliquait comment les transactions correspondaient au schéma typique de blanchiment via société offshore. C'est alors que l'avocat de la défense, le docteur Augusto Farias, un homme d'une 60aine d'années aux cheveux gris et portant un costume valant plus que 3 mois de mon salaire, se leva pour le contre-interrogatoire. Et là, tout changea. « Madame la Présidente, » commença-t-il avec un sourire narquois, « je souhaiterais remettre en question la crédibilité de ce témoin. Nous parlons ici d'un agent de sécurité qui prétend avoir des connaissances sur des opérations financières complexes et sur la législation pénale. » Il fit une pause théâtrale. « Un gardien, madame, qui a probablement à peine terminé le lycée, essayant de nous expliquer le blanchiment d'argent et les paradis fiscaux. » Les murmures dans la salle s'intensifièrent. Roberto Mendes souriait ouvertement. Les autres avocats échangeaient des regards condescendants. Même certains employés du tribunal semblaient trouver la scène amusante. Le docteur Farias poursuivit. « Madame, il est évident que ce témoin a été coaché. Il a probablement mémorisé quelques mots compliqués entendus quelque part. Mais nous savons tous qu'un simple agent de sécurité noire n'a pas les capacités intellectuelles pour comprendre la complexité d'une affaire de cette envergure. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Je sentis mon sang bouillir. Non pas à cause de la référence à ma couleur, j'avais affronté le racisme toute ma vie, mais à cause de l'arrogance, de cette présomption que mes connaissances ne pouvaient pas être réelles à cause de mon uniforme et de ma peau. La juge tenta de maintenir l'ordre. « Docteur Farias, respectez le témoin. » Mais il continua. « Excusez-moi, madame, mais soyons réalistes. Comment pouvons-nous prendre au sérieux le témoignage de quelqu'un qui ne sait probablement même pas bien lire? Cet homme cherche clairement à se faire remarquer, peut-être même espérant une récompense de l'accusation.
Les rires commencèrent doucement, puis grandirent. D'abord les avocats de la défense, puis Roberto Mendes, ensuite quelques journalistes et même des employés du tribunal. Comme si toute la salle avait décidé que j'étais une plaisanterie ambulante. Encouragé, le docteur Farias alla plus loin. « Madame, pour prouver mon point, j'aimerais poser quelques questions simples à ce témoin, juste pour démontrer à quel point cette situation est absurde. » Il se tourna vers moi avec un sourire malicieux. « Monsieur, Marcus, n'est-ce pas? Dites-moi, quelle est la différence entre le blanchiment d'argent et l'évasion de devises ?» La question était clairement un piège. Il espérait que je balbutie, que je me trompe, que je prouve sa théorie. Mais je n'étais pas seulement Marcus Santos, agent de sécurité. J'étais Marcus Santos, ancien procureur spécialisé en crimes financiers, avec 15 ans d'expérience et des centaines d'affaires résolues. Je respirais profondément, le regardai droit dans les yeux et répondis « Docteur Farias, le blanchiment d'argent, tel que défini à l'article 1er de la loi 9613-88, est le processus visant à donner une apparence licite à des ressources d'origine illicite. L'évasion de devises prévue à l'article 22 de la loi 7492-86 consiste en la sortie non déclarée de monnaie nationale ou étrangère du pays. Ce sont deux crimes distincts, bien qu'ils soient souvent liés dans des schémas complexes. Le sourire du docteur Farias vacilla. Il tenta néanmoins. « Bien. N'importe qui peut mémoriser des définitions légales. Vous avez raison, répondis-je calmement. N'importe qui peut mémoriser, mais je vais au-delà des définitions. Dans le cas qui nous occupe, les transferts vers le compte 4751B à la Banque centrale des Bahamas constituent une évasion de devises car ils n'ont pas été déclarés à la Banque centrale. Simultanément, ils caractérisent un blanchiment car les fonds proviennent d'une source illicite, les contrats surfacturés que j'ai mentionnés. Cette double qualification correspond à ce que nous appelons un concours formel de crime, prévu à l'article 70 du Code pénal. Le tribunal était désormais plongé dans un silence complet. Mais le docteur Farias tenta encore. « Très bien, admettons que vous connaissiez quelques lois. Cela ne change pas le fait que vous êtes seulement un agent de sécurité affirmant avoir entendu des conversations. Pourquoi devrions-nous croire votre version? » C'était la question que j'attendais. Je me levais lentement, regardais la juge et demandais « Madame la Présidente, puis-je me présenter correctement ?» Intriguée, la juge acquiesça. Je me tournai vers la salle entière, redressai les épaules et déclarai d'une voix claire et ferme « Mon nom complet est Marcus Vinicius Santos Silva. Je suis diplômé en droit de l'Université de São Paulo, promotion 1998, avec une spécialisation en droit pénal et procédure pénale à la PUC-SP. Pendant 15 ans, de 2005 à 2020, j'ai été procureur à la 3e section du parquet criminel, spécialisé dans les crimes contre l'administration publique. » Le silence était total. On aurait pu entendre une mouche voler. Je continuais. Au cours de ma carrière au ministère public, j'ai instruit 342 affaires criminelles, obtenu 298 condamnations et me suis spécialisé dans les affaires de corruption, de blanchiment d'argent et de crimes contre l'administration publique. D'ailleurs, docteur Farias, je crois que nous nous sommes déjà affrontés à plusieurs reprises quand vous plaidiez encore en droit pénal avant de vous tourner vers le droit des affaires. Le visage du docteur Farias avait perdu toute couleur. Ses mains tremblaient légèrement. J'ai travaillé dans ce même tribunal pendant plus d'1 décennie, poursuivis-je. J'ai plaidé dans cette même salle des dizaines de fois. Je connais personnellement la plupart des juges, procureurs et employés de ce tribunal. La raison pour laquelle je porte cet uniforme n'a rien à voir avec mes capacités intellectuelles ou avec ma couleur de peau. Elle a à voir avec l'amour, le sacrifice et les priorités. Je marquai une pause, laissant mes mots résonner. Ma femme, Clara Santos, est hospitalisée à l'hôpital syrio-libanais, luttant contre un cancer agressif. Pour payer son traitement, j'ai vendu tout ce que nous possédions et quitté ma carrière de procureur pour travailler honnêtement comme agent de sécurité. Parce que, voyez-vous, docteur Farias, un travail honnête ne diminue personne, quel qu'il soit.
La salle entière était sous le choc. Roberto Mendes ne souriait plus. Les avocats de la défense semblaient vouloir s'enfoncer dans leur siège. Plusieurs journalistes écrivaient frénétiquement. Mais je n'avais pas encore terminé. Le silence dans le tribunal était assourdissant. Le docteur Augusto Farias semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques secondes. Ses mains tremblaient, tandis qu'il feuilletait nerveusement ses papiers, cherchant visiblement un moyen de se remettre de la situation embarrassante dans laquelle il s'était lui-même plongé. La juge Elena Carvalho, une femme d'une 50aine d'années aux cheveux gris élégamment relevés en chignon, m'observait avec une expression mêlant surprise et reconnaissance. Lentement, elle se pencha en avant et dit « Maître Marcus, je me souviens maintenant. Vous avez conduit l'affaire de la mafia des inspecteurs en 2019, n'est-ce pas? J'étais la juge rapporteuse. » « Exactement, Madame la Présidente, » répondis-je. « Ce fut un plaisir de travailler avec vous sur cette affaire. Nous avons réussi à démanteler un réseau qui détournait plus de 20 millions par an des caisses publiques. La réaction dans la salle fut immédiate. Des murmures de reconnaissance se mirent à circuler parmi les employés les plus anciens du tribunal. Certains juges présents comme auditeurs échangeaient des regards mêlant surprise et gêne. Le docteur Raphaël Andrade, procureur en charge de l'affaire actuelle, se leva. « Madame la Présidente, je demande la permission de préciser un point important. Lorsque j'ai reçu les informations fournies par ce témoin, j'ai été impressionné par le niveau de précision technique. Je comprends maintenant pourquoi. Maître Marcus a toujours été reconnu pour sa rigueur et sa maîtrise dans les affaires de blanchiment d'argent. Roberto Mendes, l'accusé, avait complètement perdu sa contenance. Son visage était rouge et il murmurait furieusement quelque chose à ses avocats. Il était évident que la révélation de ma véritable identité venait de changer complètement la dynamique du procès. Le docteur Farias tenta de se reprendre. « Madame la Présidente, même si le témoin possède cette expérience passée, cela ne change pas le fait que... » « Maître Farias, » l'interrompit sèchement la juge, « souhaitez-vous retirer vos propos précédents sur les capacités intellectuelles du témoin ?» La gêne était palpable. Le docteur Farias jeta un regard autour de la salle, réalisant probablement que sa carrière venait de subir un coup sévère en quelques minutes. « Je présente mes excuses pour mes propos inappropriés, Madame la Présidente. Mais je n'avais pas terminé mon témoignage. En réalité, la partie la plus importante était encore à venir. Madame la Présidente, poursuivis-je, j'aimerais apporter des informations cruciales que j'ai recueillies durant mes 8 mois de travail dans ce tribunal. Allez-y. Maître Marcus, dit la juge, m'appelant désormais par le titre que j'avais mérité des années plus tôt. Durant cette période, j'ai pu observer non seulement les conversations que j'ai déjà mentionnées, mais aussi un schéma de comportement indiquant l'existence d'un réseau bien plus vaste que celui initialement enquêté. J'ouvris une chemise que j'avais apportée avec moi. Une chemise que les avocats de la défense avaient sans doute imaginé contenir un sandwich ou des papiers personnels d'un simple agent de sécurité. Au cours des 8 derniers mois, j'ai documenté 47 rencontres entre Roberto Mendes et des personnes que j'ai identifiées comme des fonctionnaires de différentes municipalités. Ces rencontres avaient toujours lieu les mêmes jours de la semaine, les mardis et jeudis, toujours à la même heure, entre 14h et 16h, et toujours dans la même salle privée du café du rez-de-chaussée du tribunal. Je sortis de la chemise une série de photographies prises discrètement avec mon téléphone. Voici des photos datées et horodatées de ces rencontres. Je peux identifier au moins 12 fonctionnaires différents, dont 3 secrétaires municipaux et 2 présidents de commissions d'appel d'offres. La réaction dans la salle fut instantanée. Les journalistes se mirent à photographier les documents que je présentais. Roberto Mendes était visiblement en panique, chuchotant frénétiquement à ses avocats. Plus important encore, continuai-je, j'ai personnellement assisté à 3 conversations spécifiques où des montants exacts et des dates de transfert furent mentionnés. Dans l'une d'elles, le 15 février, Roberto Mendes a dit textuellement au secrétaire des Travaux publics de Guarulhos
Les 300 000 sont déjà sur le compte de votre nièce à Miami. Le contrat de pavage peut être signé la semaine prochaine. Le docteur Raphaël Andrade prenait des notes à toute vitesse. Maître Marcus, vous souvenez-vous d'autres détails de cette conversation? Parfaitement. Roberto a aussi mentionné qu'il fallait accélérer le processus. De Santo André parce que les gens de Brasilia font trop de bruit. Il faisait clairement référence à l'enquête de la police fédérale qui venait de démarrer à l'époque. À ce moment-là, la défense tenta un dernier coup désespéré. Le second avocat de Roberto, le docteur Claudio Moreira, se leva. Madame la Présidente, même en tenant compte de l'expérience passée du témoin, ces allégations sont trop graves pour reposer uniquement sur des conversations prétendument entendues par hasard. C'était habile. Il cherchait à mettre en doute mes affirmations sans attaquer frontalement ma crédibilité. Maître Moreira a raison, répondis-je calmement. C'est pourquoi, en plus des photos et des notes, j'ai également ceci. Je sortis de la chemise un petit enregistreur numérique. Ces 4 derniers mois, chaque fois que j'assistais à des conversations suspectes, j'actionnais discrètement cet appareil. J'ai ici 23 heures d'enregistrement documentant en détail le réseau de corruption. L'effet fut celui d'une bombe dans le tribunal. Roberto Mendes se leva brusquement, retenu par ses avocats. Le docteur Farias semblait au bord de la crise, de nerfs. « Madame la Présidente, déclara le docteur Raphaël, je demande que ces enregistrements soient immédiatement versés au dossier comme pièces à conviction. » La juge acquiesça. « Maître Marcus, ces enregistrements ont-ils été obtenus légalement? » « Parfaitement légalement, Madame la Présidente. Conformément à la décision du STF dans le RE 583-1937, l'enregistrement d'une conversation entre interlocuteurs est licite lorsqu'il existe une juste cause pour préserver la preuve d'un crime. En tant qu'ancien procureur, je connaissais parfaitement les limites légales de mes actes. C'est alors qu'il se produisit quelque chose que je n'oublierai jamais. La juge Helena se leva, ce qui est rare en plein témoignage. Et, Guy, Maître Marcus, au nom de ce tribunal, je tiens à exprimer notre gratitude pour votre service à la justice. Tant durant vos années comme procureur que durant ces mois comme agent de sécurité, vous incarnez le véritable sens du service à la société. Les applaudissements commencèrent doucement. D'abord un employé du tribunal, puis un autre, puis les journalistes, puis les autres procureurs présents. En quelques secondes, toute la salle se leva pour une ovation. C'était surréaliste. Moi, en uniforme de sécurité, recevant une standing ovation de la part des mêmes personnes qui, quelques minutes plus tôt, se moquèrent de moi. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Le docteur Farias, peut-être, pour sauver ce qui restait de sa réputation, tenta une dernière question. Madame la Présidente, même en reconnaissant la gêne de la situation, nous devons nous demander s'il n'y a pas eu un conflit d'intérêts dans le comportement du témoin, un ancien procureur agissant comme enquêteur de sa propre initiative. C'était une question technique valable, mais j'étais prêt. Maître Farias, répondis-je, mon action a été strictement celle d'un citoyen et d'un employé du tribunal. Je n'ai à aucun moment agi comme procureur. Je n'ai mené aucune enquête officielle. Je n'ai cité personne à comparaître. Je n'ai exercé aucun acte typique du ministère public. J'ai simplement observé, noté et enregistré les conversations auxquelles j'ai assisté dans le cadre normal de mon travail. Tout citoyen a le droit et le devoir de signaler des crimes aux autorités compétentes. L'explication fut acceptée sans contestation. À ce stade, il était clair que la défense avait perdu tout contrôle sur la situation. Mais j'avais encore une dernière surprise. Madame la Présidente, j'ai une dernière information à partager. Au cours de mes observations, j'ai découvert que le réseau va bien au-delà de ce qui est jugé aujourd'hui. Je sortis un plan détaillé montrant les liens entre différentes villes et les montants impliqués. Roberto Mendes n'est qu'un opérateur. Il existe un réseau qui concerne au moins 8 villes de la région métropolitaine de São Paulo et qui brasse environ 50 millions de reais par an. Le silence était total. Même Roberto avait cessé de chuchoter pour m'écouter. D'après les conversations auxquelles j'ai assisté et que j'ai documentées,
Il y a au moins 6 autres hommes d'affaires opérant exactement le même système. J'ai les noms, les dates, les montants et même les numéros de compte bancaire. Tout est enregistré et documenté. Le docteur Raphaël était visiblement ému. « Ah, maître Marcus, seriez-vous disposé à collaborer officiellement à une enquête élargie ?»« Bien sûr, » répondis-je. En réalité, j'ai déjà préparé un rapport complet de 200 pages avec toutes les informations organisées chronologiquement. Tout est ici. Je sortis un dossier volumineux, parfaitement organisé et relié. J'ai tout structuré exactement comme je le faisais pour mes rapports lorsque j'étais procureur. Cela facilitera le travail de toute l'équipe d'enquête. À ce moment-là, même les avocats de la défense semblaient résignés. Il était évident que l'affaire prenait une dimension beaucoup plus vaste que prévu. Roberto Mendez demanda, finalement, à parler à ses avocats en privé. La juge déclara une suspension d'audience de 30 minutes. Pendant cette pause, quelque chose se produisit qui m'émut profondément. Plusieurs collègues qui ne me reconnaissaient pas lorsque je travaillais comme simple agent de sécurité vinrent me saluer. Juges, procureurs, avocats, employés, tous voulurent me parler, évoquer d'anciennes affaires, exprimer leur admiration pour ma détermination. Mais ce qui me marqua le plus fut lorsque le docteur Henrique Almeida, l'un des procureurs les plus respectés du tribunal, s'approcha de moi et dit « Marcus, vous nous avez donné une leçon de vie aujourd'hui. Vous nous avez montré que la dignité et la valeur d'une personne ne résident pas dans les vêtements qu'elle porte, mais dans le caractère qu'elle démontre. » Lorsque l'audience reprit, Roberto Mendez avait pris une décision. Il choisit de passer aux aveux et de collaborer avec la justice en échange d'une réduction de peine. Mais ma participation à l'affaire était loin d'être terminée. Après la séance, le docteur Raphaël s'approcha de moi. « Marcus, j'ai une proposition à vous faire. Le ministère public a besoin de quelqu'un avec votre expérience et vos connaissances pour coordonner l'enquête élargie. Je sais que vous avez vos raisons personnelles d'avoir quitté la carrière, mais que diriez-vous de travailler comme consultant? Vous pourriez conserver votre emploi actuel et nous aider quelques heures par semaine. » C'était tentant, mais j'avais d'autres priorités. « Docteur Raphaël, je dois m'occuper de ma femme. C'est ma priorité absolue. »« Je comprends parfaitement, » répondit-il. « Mais pensez à ceci. Le travail serait flexible, bien rémunéré, et vous contribueriez à démanteler l'un des plus grands réseaux de corruption jamais découverts dans l'État. De plus, il marqua une pause significative. Le ministère public dispose d'une excellente assurance santé qui couvre les traitements expérimentaux. Cette information changea tout. Pas pour moi, mais pour Clara. Si je pouvais obtenir une couverture santé prenant en charge tous les traitements dont elle avait besoin, notre situation financière s'améliorerait considérablement. « Puis-je réfléchir à votre proposition ?» demandai-je. « Bien sûr, mais ne tardez pas trop. Nous devons mettre en place l'équipe spéciale rapidement. » Lorsque j'arrivai à l'hôpital ce soir-là, Clara m'attendait éveillée. Malgré la fatigue due au traitement, ses yeux brillèrent quand je lui racontais tout ce qui s'était passé. « Je le savais, » dit-elle en souriant. « Je savais que ta véritable nature finirait par ressortir. Tu es né pour te battre pour la justice, Marcus. L'uniforme que tu portes ne change pas qui tu es à l'intérieur. C'est alors que je pris une décision qui allait de nouveau changer le cours de notre vie. 3 semaines après le procès qui avait tout changé, j'étais de retour au palais de justice Dr. Eduardo Silva. Mais cette fois, pas en tant qu'agent de sécurité. Je portais un costume bleu marine que je n'avais pas mis depuis près d'1 an, tenant une mallette en cuir et me dirigeant vers le bureau qui serait le mien pour les prochains mois. Coordinateur de la Task Force de lutte contre la corruption municipale de la Grande São Paulo. La décision n'avait pas été facile. D'un côté, Clara insistait pour que j'accepte la proposition du docteur Raphaël. « Tu ne peux pas gâcher un talent comme le tien, » me disait-elle lors de nos conversations à l'hôpital. « Et en plus, j'ai besoin que tu sois à nouveau heureux en faisant ce que tu aimes vraiment. » D'un autre côté, j'avais peur d'abandonner ce travail qui, même simple, me donnait la flexibilité d'être toujours présent quand elle avait besoin de moi. Mais la proposition du ministère public était généreuse. Travail à mi-temps,
salaire en adéquation avec mon expérience passée et surtout une assurance santé couvrant tous les traitements de Clara, y compris les expérimentaux. Le changement fut cependant plus complexe que je ne l'imaginais. Non seulement pour moi, mais aussi pour tout l'environnement du tribunal. Les premiers jours furent gênants pour beaucoup. Des employés qui m'ignoraient lorsque je portais l'uniforme de sécurité devaient désormais affronter le fait que j'étais redevenu une figure d'autorité. Certains se sont excusés spontanément, d'autres ont simplement commencé à m'éviter. Mais un incident m'a profondément marqué. C'était ma 2e semaine dans mon nouveau poste lorsque j'ai croisé Donna Maria, une dame d'une 60aine d'années qui travaillait au nettoyage du tribunal. Pendant mes 8 mois comme agent de sécurité, nous parlions souvent. Elle m'avait toujours traité avec respect et gentillesse, peu importe l'uniforme que je portais. Quand elle m'a vu en costume dans le couloir, sa réaction m'a ému. « Monsieur Marcus !» s'exclama-t-elle, les yeux brillants. « J'ai toujours su que vous étiez spécial. La façon dont vous parliez, dont vous traitiez les gens, je savais qu'il y avait quelque chose de différent. » Elle fit une pause et ajouta « Mon petit-fils étudie le droit, vous savez. Chaque fois qu'il se plaint que c'est difficile, je lui raconterai votre histoire, que peu importe où l'on est, ce qui compte, c'est qui on est. » Ce genre d'interaction m'a fait comprendre une chose importante. Durant ces 8 mois comme agent de sécurité, j'avais appris autant sur la nature humaine qu'en 15 ans comme procureur. J'avais vu qui étaient réellement les gens lorsqu'ils pensaient que je ne comptais pas. La task force que j'ai coordonnée est devenue l'une des plus efficaces de l'histoire du ministère public de São Paulo. En 6 mois, nous avons démantelé un réseau de corruption impliquant 8 villes et brassant plus de 80 millions de reais par an, encore plus que ce que j'avais estimé au départ. L'affaire Roberto Mendes n'était que la partie émergée de l'iceberg. Nous avons découvert une véritable organisation criminelle spécialisée dans la fraude au marché public. Leur système était presque militaire. Chaque ville avait un opérateur comme Roberto, tous coordonnés par un chef qui n'apparaissait jamais en personne lors des négociations. Les enregistrements que j'avais réalisés durant ma période comme agent de sécurité furent essentiels pour cartographier tout le réseau. Une phrase en particulier, prononcée par Roberto dans une conversation que j'avais surprise, nous mena directement au chef du système. Le docteur de Santos a dit qu'il devait baisser le profil parce que le personnel de Brasilia enquête sur des contrats de travaux dans les villes du littoral. Cette information nous permit d'identifier le chef, Edmundo Silva, un avocat respecté de Santos qui coordonnait le système depuis plus de 10 ans. Il fut arrêté lors d'une opération spectaculaire qui fit la une nationale. Mais ce dont j'étais le plus fier, ce n'était pas les arrestations ou l'argent récupéré. C'était de savoir que chaque criminel arrêté signifiait moins de ressources détournées des hôpitaux, des écoles et des programmes sociaux. Cela signifiait que d'autres familles, comme la mienne, n'auraient pas à tout vendre pour financer des traitements médicaux, car l'argent public serait investi correctement dans la santé publique. Durant cette période, Clara connut une amélioration significative. L'assurance santé du ministère public couvrit tous les traitements expérimentaux et pour la première fois depuis plus d'1 an, les médecins étaient optimistes quant à sa guérison. Les nouveaux médicaments fonctionnent mieux que prévu, dit le docteur Rodrigues, son oncologue. Si nous continuons ainsi, elle pourrait être en rémission complète dans quelques mois. Cette nouvelle changea tout. Clara recommença à sourire sincèrement, à faire des projets pour l'avenir, à redevenir la femme forte et déterminée que j'avais connue 20 ans auparavant. C'est lors d'une de nos conversations à l'hôpital, 3 mois après que j'eus pris la tête de la task force, qu'elle me posa une question qui me prit au dépourvu. « Marcus, regrettes-tu d'avoir quitté le ministère public à l'époque ?» Je réfléchis soigneusement avant de répondre. « Non, » dis-je finalement. « Si je n'étais pas parti, je n'aurais pas vécu ces 8 mois comme agent de sécurité. Et ces 8 mois m'ont appris des choses sur la vie, sur les gens et sur moi-même que 15 ans comme procureur ne m'avaient jamais enseigné. »« Comment ça ?» demanda-t-elle, curieuse. « J'ai appris ce qu'est la véritable humilité.
J'ai appris que la dignité n'a rien à voir avec un poste ou un salaire. J'ai appris qu'il y a des gens qui te traitent bien quand tu es important et t'ignorent quand tu ne l'es pas, mais aussi qu'il y a des personnes comme Donna Maria qui te voient comme un être humain, peu importe l'habit que tu portes. Clara sourit. Et quelle leçon en as-tu tiré? Que lorsque je reviendrai définitivement au ministère public, et maintenant je sais que je reviendrai, je serai un procureur bien meilleur, parce que je comprends vraiment pour qui je travaille, pas pour impressionner des juges ou gagner des affaires, mais pour des gens comme Donna Maria, comme les employés d'entretien qui me saluaient tous les jours, comme les retraités qui font la queue à la sécurité sociale et qui dépendent de services publics honnêtes. Le succès de la task. Force apporta une reconnaissance nationale. Je fus invité à donner des conférences lors de séminaires sur la corruption, à participer à des interviews à la télévision et même à écrire un livre sur l'affaire. Mais l'invitation qui m'émut le plus vint du procureur général. Revenir définitivement au ministère public en tant que procureur de justice, avec la possibilité de me spécialiser dans la création de nouvelles méthodes d'enquête, fondées sur l'expérience que j'avais acquise. Marcus, me dit le docteur Eduardo Pacheco, le procureur général, lors de notre réunion, votre parcours est unique. Vous êtes le seul procureur que je connaisse qui ait vécu des deux côtés, comme autorité et comme citoyen ordinaire. Cela vous donne une perspective que nous voulons intégrer durablement à notre travail. C'était une offre tentante, mais j'avais appris à ne jamais prendre de décisions importantes sans en parler à Clara. Quand je lui racontai l'invitation, sa réaction fut immédiate. « Tu dois accepter, Marcus. C'est ce que tu as toujours voulu, et maintenant tu peux le faire encore mieux. Mais toi, et ton traitement? Mon traitement se passe bien. Et même si ce n'était pas le cas, ce ne serait pas une raison pour que tu abandonnes tes rêves. Nous sommes une équipe, tu te souviens? Je t'ai soutenu quand tu as décidé de devenir agent de sécurité pour t'occuper de moi. Maintenant, je te soutiens pour que tu redeviennes le brillant procureur que tu as toujours été. » C'est ainsi qu'un an après ce procès qui avait tout changé, j'étais de retour au ministère public en tant que procureur de justice titulaire de la première promotoria, spécialisée dans les crimes contre l'administration publique. Mais mon expérience comme agent de sécurité continua d'influencer mon travail de manière inattendue. J'ai mis en place un programme dans lequel les procureurs passent un jour par mois à travailler dans des fonctions administratives simples. Archives, protocoles, nettoyage, afin de mieux comprendre comment fonctionne concrètement la machine publique. Il est important que vous compreniez, disais-je aux jeunes procureurs de mon équipe, que nous ne sommes pas ici pour être supérieurs à qui que ce soit. Nous sommes ici pour servir. Et pour bien servir, il faut comprendre la réalité des personnes qui dépendent de notre travail. Le programme fut d'abord accueilli avec résistance, mais les résultats apparurent rapidement. Les procureurs qui y participèrent racontèrent qu'ils voyaient désormais les procédures de façon plus humaine et comprenaient mieux l'impact réel de leurs décisions. Une affaire en particulier me marqua profondément. Il s'agissait d'une enquête sur des détournements de fonds destinés à la cantine scolaire d'une ville de la Grande São Paulo. Le procureur responsable, le docteur Lucas Ferreira, avait du mal à comprendre la gravité réelle de l'affaire. « Ce ne sont que 50 000 dollars détournés, » dit-il lors d'une réunion. « C'est relativement peu comparé au gros dossier que nous traitons. »« Lucas, » lui dis-je, « je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Va dans l'une des écoles, concernées à l'heure du déjeuner, parle avec les enfants, regarde ce qu'ils mangent. » Il revint 3 jours plus tard complètement transformé. « Docteur Marcus, » dit-il d'une voix émue, « j'ai vu des enfants de 7 ans manger seulement du riz avec du sel parce qu'il n'y avait pas de ressources pour autre chose. Un petit garçon m'a demandé si je pouvais lui donner un morceau de mon sandwich parce qu'il avait très faim. » À partir de ce jour, le docteur Lucas devint l'un des procureurs les plus dévoués de l'équipe. L'affaire de la cantine aboutit à la récupération intégrale des sommes détournées et à l'arrestation de tous les responsables. Des affaires comme celle-ci me rappelaient constamment pourquoi j'avais choisi cette profession. Ce n'était ni pour les éloges, ni pour la reconnaissance, mais pour la possibilité de changer réellement la vie des gens.
6 mois après mon retour définitif au ministère public, Clara reçut la nouvelle que nous attendions. Rémission complète. Le cancer avait totalement disparu. Ce soir-là, nous avons dîné à la maison pour la première fois depuis presque 2 ans. Clara avait préparé mon plat préféré, une feijoada complète, et nous avons trinqué avec une bouteille de vin que nous gardions pour une occasion spéciale. « Tu sais ce qui me rend le plus fier de toi ?» demanda-t-elle pendant le dîner. « Quoi ?» « Ce n'est pas le fait que tu sois redevenu procureur. Ce n'est pas la reconnaissance que tu as reçue. C'est le fait que tu es devenu une meilleure personne, plus humble, plus empathique, plus connectée au monde réel. » Elle avait raison. L'expérience m'avait profondément changé. 1 an plus tard, je fus invité à donner une conférence à l'Université de São Paulo sur éthique et justice sociale. Pendant la présentation, je racontais mon histoire devant un auditoire de 500 étudiants en droit. Lorsque je terminais, un jeune étudiant noir leva la main. « Professeur, votre histoire m'inspire beaucoup. Mais dites-moi une chose. Ne ressentez-vous pas de la colère envers les personnes qui se sont moquées de vous ce jour-là au tribunal ?» C'était une question à laquelle je m'attendais. « Non, » répondis-je. « Je ressens de la pitié, parce qu'elles ont perdu l'occasion de connaître une personne pour ce qu'elle est réellement. Le racisme ne blesse pas seulement ses victimes. Il appauvrit spirituellement celui qui le pratique, l'empêchant de voir la richesse de la diversité humaine. » Je fis une pause et ajoutai « Mais surtout, je ne ressens pas de colère parce que cette expérience m'a rendu meilleur. Parfois, les moments les plus difficiles de notre vie sont ceux qui nous enseignent le plus. » Après la conférence, plusieurs étudiants vinrent me voir. Beaucoup étaient de jeunes noirs qui s'identifiaient à mon expérience. D'autres venaient d'horizons différents, mais se sentaient inspirés par l'idée qu'il est possible de trouver dignité et sens dans n'importe quelle situation. L'un d'eux me dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Professeur, vous avez prouvé qu'il n'existe pas de petit travail, il n'existe que des petites personnes. Vous avez été grand aussi bien comme procureur que comme agent de sécurité. Aujourd'hui, 5 ans après ce procès qui avait tout changé, je dirige le centre de lutte contre la corruption du ministère public de São Paulo. Clara est complètement guérie et a repris son poste de professeur d'université. Nous avons retrouvé notre stabilité financière et avons même acheté une maison plus grande. Mais chaque jour, lorsque je traverse le hall du tribunal, je salue chaque employé, des juges jusqu'au personnel de nettoyage, par leur nom. Parce que j'ai appris que chaque personne a une histoire, une dignité, une valeur. Et chaque matin, lorsque j'enfile mon costume et ma cravate, je me rappelle l'uniforme bleu marine d'agent de sécurité que j'ai porté pendant 8 mois. Non pas avec honte, mais avec fierté, car c'est en portant cet uniforme que j'ai découvert qui j'étais vraiment. Mon histoire s'est répandue au Brésil par le biais de reportages, de conférences et même d'un livre que j'ai écrit. De l'uniforme au costume, une leçon de dignité et de justice. Le livre est devenu un best-seller, mais surtout un outil de discussion sur les préjugés, le racisme et la véritable nature de la dignité humaine. J'ai reçu des centaines de lettres de personnes qui se reconnaissaient dans mon expérience. Beaucoup venaient de travailleurs qui se sentaient invisibles dans leur emploi. D'autres de professionnels ayant subi des humiliations liées aux préjugés. Mais la lettre qui m'a le plus touché vint du docteur Augusto Farias, l'avocat qui m'avait humilié ce jour-là au tribunal. 3 ans après le procès, il m'écrivit « Cher docteur Marcus, je sais que je ne mérite pas votre pardon, mais je dois vous présenter mes excuses. Ce que j'ai fait ce jour-là était impardonnable. J'ai laissé des préjugés ignobles l'emporter sur mon éducation et mon caractère. Depuis, j'ai beaucoup réfléchi à ma conduite. J'ai commencé à travailler pro bono pour des familles démunies et je suis devenu bénévole dans des projets sociaux. Non pas pour me racheter, je sais que c'est impossible, mais pour essayer de devenir une meilleure personne. Votre dignité ce jour-là m'a appris plus sur le caractère que toutes mes années passées dans les meilleures universités. Merci de m'avoir montré qu'il est possible d'être grand en toute situation. Avec admiration et respect, Augusto. Farias, j'ai bien sûr répondu à la lettre.
Je lui ai dit que je l'avais pardonné depuis longtemps et que j'étais heureux de savoir que l'expérience avait été transformatrice pour lui aussi, parce qu'au bout du compte, cela a toujours été la plus grande leçon de mon parcours. Peu importe ce qu'on nous fait, ce qui compte, c'est comment nous réagissons. Peu importe comment les autres nous voient. Ce qui compte, c'est comment nous nous voyons nous-mêmes. Ce jour-là, lorsqu'on se moqua de moi au tribunal parce que j'étais un garde noir, il ne savait pas qu'il riait d'un homme qui avait consacré 15 ans de sa vie à la justice et qui était prêt à tout sacrifier pour la personne qu'il aimait. Ils ne savaient pas qu'ils étaient face à quelqu'un qui trouverait dignité et sens en toutes circonstances. Et lorsqu'ils découvrirent qui j'étais vraiment, ils apprirent qu'il ne faut jamais juger un livre à sa couverture. Ils apprirent que la grandeur d'une personne ne réside pas dans le poste qu'elle occupe, mais dans le caractère qu'elle démontre. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je suis reconnaissant pour chaque moment de ce parcours, pour les rires que j'ai entendus, pour l'humiliation que j'ai subie, pour l'uniforme que j'ai porté et pour la reconnaissance que j'ai reçue, parce que tout cela m'a fait devenir qui je suis aujourd'hui. Non seulement un procureur, plus expérimenté, mais un être humain plus complet. Et si je pouvais revenir en arrière, je referais tout exactement de la même manière. Parce que j'ai appris que notre véritable identité ne réside pas dans ce que nous faisons, mais dans la manière dont nous le faisons. Elle ne réside pas dans les vêtements que nous portons, mais dans les valeurs que nous portons en nous. La justice n'est pas seulement une profession pour moi, c'est une façon de vivre. Et j'ai appris que nous pouvons servir la justice aussi bien en costume qu'en uniforme, aussi bien dans le bureau d'un procureur qu'au poste d'un agent de sécurité. Parce qu'au bout du compte, nous sommes tous des êtres humains essayant de faire la différence dans le monde. Et la différence que nous faisons ne dépend pas de la reconnaissance que nous recevons, mais de la sincérité avec laquelle nous servons les autres. Ceci est mon histoire. Une histoire d'humiliation qui s'est transformée en triomphe, de préjugés qui se sont transformés en leçons, d'un moment de douleur qui s'est transformé en toute une vie de but renouvelée. Et si vous, qui lisez ceci maintenant, vous êtes déjà senti sous-estimé, humilié ou jugé injustement, sachez que votre histoire ne se termine pas au moment de l'humiliation. Elle ne fait que commencer. Ce que vous ferez à partir de là ne dépend que de vous.